Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Moira. Moi, c'est Alicia. Et ensemble, on est les Vulgaires. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Jessie Nadeau. Salut Jessie! Allô, merci de m'avoir invitée. Le but de notre vidéo aujourd'hui, c'est d'ouvrir le dialogue sur les ingrédients des vaccins. On sait que ça peut faire peur, puis c'est normal d'avoir des inquiétudes par rapport à ça. Mais ce qu'on veut un peu véhiculer, c'est que c'est pas parce que quelque chose est difficile à prononcer que c'est automatiquement du poison satanique rempli de 5G. On a passé au travers de toute la liste des ingrédients de tous les vaccins qui sont présentement approuvés au Canada, puis on va vous expliquer le rôle de chacun de ces ingrédients-là. Ensuite, avec Jessie, on va aborder la place de la vaccination dans un mode de vie vegan. Notre but aujourd'hui, c'est pas de forcer personne à se faire vacciner, même si notre position sur le sujet est assez claire. On va ouvrir le bal avec Jessie, notre invitée d'honneur. Jessie, est-ce que tu sais ce que ça signifie ARNM? Du tout. Je connais rien là-dedans. En fait, ARNM, c'est pour acide ribonucléique messager. Donc, l'ARNM, c'est une molécule qui est présente chez tous les êtres vivants, qui va servir un peu à faire le pont entre l'ADN puis la synthèse protéique. Donc, dans le cas qui nous intéresse, l'ARNM, ça va être des instructions pour synthétiser la spike protein du coronavirus. Puis ça va nous permettre d'exprimer cette protéine-là à la surface de nos cellules pour que notre système immunitaire puisse rencontrer la spike protein seule, sans ses amis, les autres composants du virus qui nous rendent malades. Toi, Jessie, je sais pas si tu as eu comme des inquiétudes par rapport au fait de se faire injecter de l'ARN ou si tu as vu des choses passer sur les médias sociaux, genre des rumeurs là-dessus. Oui, j'ai vu passer beaucoup de choses, beaucoup de peurs, de craintes. Ce vaccin-là, contrairement à d'autres vaccins, il fait beaucoup plus peur, je pense, parce que c'est récent. Il y en a qui se disent, OK, bon, on est comme des rats de laboratoire en ce moment, on est un test, donc il peut arriver n'importe quoi. Il y a beaucoup de théories aussi qui circulent. J'en ai vu de toutes sortes. Puis ça peut être parfois difficile de savoir où prendre la bonne information, puis c'est difficile de se retrouver aussi là-dedans. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion, entre autres sur les réseaux sociaux, sur comme le lien entre l'ADN et l'ARN. Puis tu sais, c'est vrai que c'est deux mots qui se ressemblent, puis c'est des molécules qui ont quand même plusieurs choses en commun, mais il y a une grosse différence, c'est leur rôle. La meilleure façon, selon moi, de montrer le lien entre l'ADN et l'ARN, c'est une analogie qui a été utilisée par ma prof de bio au cégep. Dans le fond, c'est comme si moi, je voulais faire du spaghetti. Donc, je vais voir mon livre de recettes en italien, puis ça, c'est mon ADN. Donc, moi, je parle pas l'italien, donc il faut que je me fasse une traduction. Fait que je vais me prendre un petit post-it et écrire la traduction de la recette en français. Donc, ce post-it-là, c'est l'ARN. Puis, à partir de ma traduction en français, je vais être capable de préparer mon délicieux spaghetti. Ça, c'est ma protéine. Donc, dans le fond, l'ADN, c'est un peu comme un ouvrage de référence, tandis que l'ARN, ça va être une espèce de petite note vraiment temporaire qui est faite pour être recyclée rapidement par la suite. Ça, c'est vraiment central au rôle de l'ARN, c'est que c'est une molécule qui va se dégrader vraiment rapidement, puis qui est vraiment sensible. Genre, tu la regardes trop fort, puis elle se dégrade. Puis une fois que la protéine va avoir été produite, l'ARN va se dégrader, puis on va arrêter de synthétiser la protéine. Donc ça fait qu'on arrête de produire la spike protein et qu'on ne devient pas des virus géants. Une autre chose à considérer sur l'ARN, c'est que l'ARNM ne va jamais entrer dans le même compartiment cellulaire que l'ADN. Donc, c'est pas vrai que ça peut venir modifier notre ADN, ça va même pas interagir avec. Il n'y a aucun risque que l'ARN modifie notre génome. Pour les 3 prochains ingrédients, on va te mettre au défi de les dire avec l'émotion de ton choix, vu que tu es une actrice extrêmement talentueuse. Oh mon Dieu, là, j'ai de la pression, là. Bon. 4-hydroxybutyl azandiol bis hexane 6 1-diil bis 2-hexyl décanoate 2 polyéthylène glycol 2000 NN ditétra OK, coupé 2 polyéthylène glycol 2000 NN ditétra décyl acétamide. Excusez. Faut que ça soit dramatique, faut pas que je rie. Heptadécan 9-il 8.
2-hydroxyéthyle, 6-oxo-6, 1-décyl-oxy, exyl-amino, octanoate. OK. Ça sonne creepy, là. On a été un peu méchante avec toi parce que ces ingrédients-là, ils ont des noms beaucoup plus simples à prononcer, mais pas nécessairement plus attrayants. C'est le ALC 0315, ALC 0159 et le SM 102. Donc, ces 3 molécules-là sont toutes des lipides qui vont servir à former une petite gouttelette microscopique qui va contenir l'ARNM au centre et ainsi le transporter dans notre corps. Pour les 2 prochains ingrédients, j'ai comme une envie folle de me ridiculiser devant le monde entier et de montrer mon talent insoupçonné de rappeuse et faire une performance sur la chanson Fergalicious. Donc, j'ai tellement hâte, j'attendais ce moment-là avec impatience. Ça va comme suit. Hit it, Fergie. All the time I turn around, brothers gather around, always looking at me, up and down, looking at me. I just wanna say now, I ain't trying to round up drama, cyclopatano, péridrophénandrène, and I know I'm coming up just a little bit conceited, and I keep on repeating how the boys wanna eat, but I'm trying to tell, cause fatigué le colline like clientele, cause they say she delicious. Les 2 ingrédients que j'ai insérés dans le verse ont évidemment un nom beaucoup plus simple, mais il fallait que je rende ça funky pour ma performance. C'est le cholestérol et le DSPC. Le cholestérol, on connaît ça, c'est un lipide présent chez les humains et les animaux. Et le DSPC, c'est un phospholipide. Donc, jusqu'à maintenant, les ingrédients qu'on vous a énumérés sont tous des lipides. Ils servent à faire les gouttes de lipides qui vont entourer l'ARN. Et dans le cas du cholestérol et du DSPC, ils servent aussi à émulsifier, donc à rendre les ingrédients dans le liquide du vaccin bien mélangés et homogènes. Le prochain ingrédient, c'est le polyéthylène glycol, qu'on connaît aussi sous le nom de PEG. Puis parmi tous les ingrédients non médicinaux des vaccins Pfizer et Moderna, je dirais que c'est celui qui cause le plus d'inquiétude. Toi, Jessie, est-ce que tu as vu passer des trucs là-dessus? Oui, j'ai vu passer des articles, c'est concernant les personnes qui ont reçu le vaccin et qui ont fait des réactions allergiques. Ça cause encore là des craintes comme quoi il y aurait beaucoup plus de gens qu'on pense qui vont mal réagir à ça et que ça peut mener à la mort. Mais quand j'ai regardé sur Internet puis que j'ai googlé, j'ai vu que finalement, il n'y avait pas tant de gens que ça qui avaient eu des réactions allergiques. C'est vraiment normal d'avoir des inquiétudes sur les ingrédients des vaccins et sur leur sécurité. Je dirais même que c'est sain. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on a un questionnement ou une hésitation qu'on est nécessairement un conspirationniste anti-vax. Tu sais, ça peut être difficile vraiment de se retrouver parmi toutes les informations qui flottent, de démêler celles qui sont bonnes, celles qui sont pas bonnes. Et c'est pour ça que vous devriez vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir l'heure juste. Mais qu'est-ce qui se passe avec le PEG? Donc, le polyéthylène glycol dans le vaccin, il va servir à venir recouvrir la gouttelette lipidique dont on vous parle. Puis ça va venir stabiliser le vaccin puis augmenter sa durée de vie. Parce qu'on vous le dit, l'ARNM, c'est aussi fragile que ma patience quand je suis au dépanneur pour que la personne avant moi achète de la loterie. Le PEG, c'est également présent dans plusieurs produits de notre vie de tous les jours. Donc, on va le retrouver dans certaines crèmes hydratantes, dans de la pâte à dents. Et ça peut également être utilisé comme laxatif. Par contre, on s'entend que comme laxatif, ça va être une dose vraiment plus grande que ce qui se retrouve dans un vaccin. Donc, non, vous n'allez pas avoir un accident à la clinique de vaccination. Par contre, il y a une vraie inquiétude qui est liée au PEG, puis ça, c'est les réactions allergiques. Personne n'a envie de faire une réaction allergique, on s'entend, mais il faut contextualiser ce risque-là. Il y a eu plusieurs centaines de millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna qui ont été administrés jusqu'à maintenant, puis on a eu vraiment pas beaucoup de réactions allergiques. Donc, le risque est vraiment pas tant élevé que ça. Mais si le risque est si petit que ça, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'inquiétudes sur le PEG? On a fait nos recherches, puis on pense que ça serait lié à certains journaux qui ont rapporté qu'une grande proportion de la population aurait des anticorps contre le PEG. Par contre, cette étude-là, ça a été réalisée chez environ 500 personnes aux États-Unis, principalement des personnes blanches. Il faut se rappeler que c'est pas parce qu'on a des anticorps contre le PEG qu'on est nécessairement allergique. Si vous avez une allergie connue à n'importe quel ingrédient du vaccin, bien évidemment que vous n'allez pas le recevoir. Puis il faut se souvenir aussi que dans un futur lointain, quand on va avoir reçu le vaccin, il va falloir attendre comme une quinzaine de minutes avant de pouvoir partir. Puis, normalement, une réaction allergique, ça se manifeste dans les minutes suivant une exposition. Donc, encore une fois, même si on souhaite ça à personne, puis que c'est très, très, très peu probable que vous ayez une réaction allergique, si jamais ça arrivait, bien, vous seriez pris en charge par du personnel médical. Puis aussi, on s'entend qu'en ce moment, on est mieux équipé pour gérer une réaction allergique que la COVID.
Les prochains ingrédients qu'on va vous présenter, ils servent à rendre le liquide dans le vaccin très stable et confortable pour l'ARN. C'est pour ça que dans le vaccin Moderna, on retrouve le trométamine et l'hydrochlorure de trométamine. Ces ingrédients-là, on les trouve en laboratoire, on les utilise à tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vous ai apporté mon gros bucket. Ça sert à stabiliser le pH, c'est très très inoffensif. Même si j'aimerais vraiment ça, faire une expérience puis me sentir comme à l'émission géniale, ça ira pour une autre fois. D'ailleurs, Jessie, est-ce que ça te tente de jouer au jeu? Associe cet ingrédient du vaccin à de la bouffe ultra transformée ou très naturelle. Oui, je suis partante! Alors, j'ai devant moi des chips Miss Vicky's sel et vinaigre, du Powerade bleu sans sucre, du pudding jello à la vanille, de la formule pour bébé, un repas vegan mais pas plate Général Tao, en vente dans une épicerie près de chez vous, et finalement du sel et du sucre. Donc, Jessie, je t'ai envoyé la liste des derniers ingrédients et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'associer ces ingrédients-là aux aliments que j'ai présentés. Donc, on va commencer par l'acide acétique. Je crois que l'acide acétique se trouve dans mes plats vegan, mais pas plate. Aussi, je crois que ça se trouve dans la formule pour bébé, je crois. Aucune idée. Le jello à la vanille. Et je pense qu'il y a ça dans les chips. On a effectivement dans les plats vegan mais pas plates. Et dans les chips Miss Vicky's, de l'acide acétique, c'est du vinaigre blanc. Oh mon Dieu, il n'y a pas ça dans le jello. Pourquoi j'ai pas ça? Il n'y a pas ça dans le jello. Voyons! Et il n'y en a pas dans la formule non plus. Pauvre Non. bébé, ça serait un peu dégueulasse. Le prochain ingrédient, c'est l'acétate de sodium, mais tu peux comme t'inspirer de l'ingrédient précédent pour deviner c'est quoi un peu, peut-être. Alors, je crois que ça se retrouve encore une fois dans les croustilles, puis dans les plats vegan mais pas plates. C'est presque bon. Il y en a juste dans les chips, parce que l'acétate de sodium, c'est comme du sel vinaigré. Ouais, c'est ça, je me mêle entre acétate de sodium et chlorure de sodium. Mes cours sont loin dans ma tête. Ensuite, phosphate de sodium. Donc, je pense qu'il y a ça dans le mélange pour bébé, là. Malheureusement, non. Il y en a juste dans le jello. Puis le phosphate de sodium, si je ne me trompe pas, ça sert à s'assurer qu'il n'y ait pas de moton. Fait que dans un vaccin, c'est pour que les ingrédients ne pognent pas en pain puis que ce soit encore une fois tout bien homogène comme on parlait. Ensuite, phosphate de potassium. Ça, je pense qu'il y a ça dans le mélange pour bébé. Non! When Non! in doubt, la formule pour bébé. La formule pour bébé, pourquoi? On dirait que vu qu'on n'a pas encore nommé, j'arrête pas de penser qu'elle s'en vient. Elle s'en vient, mais pas encore. Le phosphate de potassium, c'est dans le Gatorade, dans le Powerade. Fait qu'on a dit phosphate de potassium, maintenant on est à chlorure de potassium. Là, je suis rendue stressée parce que je suis comme là, ma réputation. Ish. Surtout que je travaille dans la bouffe, là. Chlorure de potassium. Ouais, un indice, s'il vous plaît. Regarde, j'en fais un très léger. Enfin! Le mélange pour bébé! Le prochain, ça, c'est supposé être un no-brainer. C'est le chlorure de sodium. Le sel. Excellent. J'ai apporté le sel, mais en fait, il y en a dans tout sauf dans du sucre. Et finalement, facile aussi supposé. Sucrose. Le sucre. Ouais! Alors, sucrose, c'est du sucre blanc. Il y en a dans le jello, dans vegan mais pas plate, il y en a pas dans le Gatorade parce que j'ai pris, pas dans le Powerade parce que j'ai pris un Powerade sans sucre. Donc, ça fait le tour des ingrédients. Comme vous voyez, il y a plusieurs ingrédients dans les vaccins qui sont présents aussi dans des aliments du quotidien. Étant donné que les vaccins, c'est des médicaments, les règlements quant à la manière de nommer les ingrédients, c'est beaucoup plus sévère que de la bouffe. Donc, c'est pour ça qu'on voit, phosphate de sodium, chlorure de sodium au lieu de sel seulement. Ça, c'est un peu poche parce que ça cause comme des inquiétudes qui sont un peu pas nécessaires parce qu'on a été drillé que, si on lit un ingrédient qu'on n'arrive pas à prononcer, il est comme forcément mauvais. Mais comme on vous a montré, c'est pas toujours le cas, puis il faut faire la part des choses. Vraiment, c'est vrai ça, que ce soit dans les cosmétiques, dans la nourriture, c'est quand c'est pas proche de nous, puis que c'est long, l'ingrédient il est long, on associe ça à, j'allais dire chimique, mais en soi chimique, ça veut pas dire que c'est mauvais non plus, mais on associe ça à quelque chose qui est
justement là, qui est mauvais pour nous, qui est toxique, tu sais. J'espère que jusqu'à maintenant, notre vidéo vous a montré que c'est pas parce qu'un ingrédient est difficile à prononcer qu'il est nécessairement toxique et dangereux. Maintenant, on aimerait ça pousser ça un peu plus loin puis discuter avec Jessie de comment ça s'inscrit la vaccination dans un mode de vie vegan. Moi et Moira, on n'est pas vegan, donc on a peut-être un regard un peu extérieur sur le sujet, mais on trouve que, entre autres sur les réseaux sociaux, il y a quand même une association entre un mode de vie vegan puis un mode de vie peut-être un peu plus naturel. On se demandait, dans le cas d'une pandémie, qu'est-ce que les leaders ou les personnalités publiques véganes disent au sujet de la vaccination? Ouais, moi-même, j'ai débattu avec moi-même là, par rapport à ça. Mes valeurs, puis le côté éthique dans tout ça. J'ai vu aussi que c'était un sujet qui a été débattu par des médecins, par des scientifiques qui sont aussi véganes. Moi, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Mais tout d'abord, le véganisme, c'est une position de justice pour les droits des animaux, puis le plus souvent possible, quand c'est possible, de ne pas encourager l'exploitation animale. Puis, dans certaines sphères de notre vie, c'est parfois difficile de ne pas faire souffrir un animal d'une façon, que ce soit directe ou indirecte, là. Pour ce qui est des tests sur les animaux, là, quand on parle des cosmétiques, c'est pas une nécessité. Tu sais, mettons, de se maquiller, d'avoir un mascara qui est testé sur les animaux, ça va pas sauver une vie, là. Tu sais, on peut s'en passer, on peut prendre un mascara qui est pas testé. Puis, ça, je pense que tout le monde peut être d'accord que c'est ça, tout ce qui est cosmétique et tout, quand c'est pas nécessaire. Bon. Après, quand vient le temps de parler de médicaments, puis d'interventions médicales qui vont sauver des vies, ben là, c'est un autre enjeu, parce que là, la question de nécessité, c'est comme, OK, c'est nécessaire pour continuer à vivre, puis si je suis morte, ben, je peux pas continuer à militer, puis à aider à sauver des animaux, fait que on est un peu comme, le choix est quand même facile à faire. Donc, le vaccin, puisque ça permet de faire souffrir moins de gens, je crois que c'est plus éthique de l'avoir. Après, ça reste un choix. Tu sais, je dis que c'est un choix personnel, mais quand il y a des personnes qui vont avoir des répercussions puis qu'il y a d'autres personnes qui peuvent souffrir de notre choix personnel, à quel point c'est encore un choix personnel? Fait que je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur le choix de la vaccination puis de comment ça affecte les autres, parce que oui, c'est vrai que c'est un choix personnel, la vaccination, mais il y a certaines personnes que eux, ils n'ont juste pas le choix. Donc, certaines personnes qui sont immunocompromises ne pourront pas recevoir certains vaccins. Puis à ce moment-là, ils vont devoir compter sur l'immunité de masse puis sur le fait que les personnes autour d'elles se fassent vacciner pour qu'elles n'attrapent pas la maladie. Donc, c'est quand même important de considérer ces personnes-là dans notre choix de se faire vacciner ou non. Puis, je le sais que en ce moment, la médecine est faite qu'il y a encore des tests sur les animaux. Il y aurait d'autres alternatives. C'est encore en train de se développer. Donc, pendant qu'il y a cette transition-là, pendant qu'il n'y en a pas d'autres choix en ce moment, je pense qu'on n'a pas le choix de faire avec ça. Puis sinon, le vaccin en tant que tel ne contient pas d'ingrédients d'origine animale, comme on a fait le tour, là. Fait que déjà là, au moins, il y a ça. Puis voilà, j'espère qu'il va y avoir des alternatives dans le futur pour pas qu'on ait besoin de faire souffrir des animaux. Mais pour le moment, c'est ça. Fait que c'est où est-ce que je me positionne. En conclusion, ce qu'on veut que vous reteniez de notre vidéo aujourd'hui, c'est que tous les vaccins ont un peu la même formule, c'est-à-dire un ingrédient actif accompagné de plusieurs ingrédients non actifs dont le rôle est de protéger l'ingrédient actif. Donc, c'est aussi simple que ça, malgré les noms longs comme le bras. Donc, un gros merci au Fonds de recherche du Québec d'avoir rendu notre projet possible et un énorme merci à Jessie pour sa participation aujourd'hui. Merci d'avoir décidé de créer ce projet-là. Je pense que c'est important puis vraiment nécessaire ces temps-ci. J'ai pas vu beaucoup de contenu qui vulgarise tout ce qui concerne le vaccin, la pandémie et tout. Puis je pense que justement, encore une fois, c'est vraiment important. Puis bravo. Bravo, bravo, bravo. J'ai appris énormément juste en participant à cette vidéo-là. Et on vous laisse dans la description toutes nos sources qu'on a utilisées pour préparer cette vidéo, si ça vous intéresse de les consulter également. Si vous avez des questions, laissez-nous-les en commentaire. On va être super heureuse d'y répondre. Et on vous dit à la prochaine!